C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec cet enjeu aujourd'hui. Iran, Chine, Russie. Trump défie l'axe du mal. Message à l'instant de Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Il dit ceci. Patriotes iraniens, continuez de protester, reprenez le contrôle de vos institutions. N'oubliez pas de mentionner les noms des assassins et des bourreaux. Ils paieront cher, dit-il. J'ai annulé toutes mes rencontres avec les responsables iraniens jusqu'à ce que les massacres insensés de manifestants cessent. L'aide est en route. MIGA, Make Iran Great Again, président Donald Trump. Il faut l'analyser avec précision, ce message, c'est ce que nous allons faire. L'aide est en route. Donald Trump dit qu'il va agir. Quelle forme, quelle frappe? Si oui, sur quelle cible? Est-ce qu'on peut aussi envisager des cyberattaques? On va se poser toutes les questions. On tente d'avancer et d'y voir plus clair. Et si Trump cherchait à travers tout ça, au-delà de l'Iran, à affaiblir donc ce qu'on appelle tout l'axe du mal, Téhéran, Pékin, Moscou, et avec un certain succès à la clé. Regardez ces images. Ces trois pays mènent actuellement des exercices militaires conjoints au large de l'Afrique du Sud. C'était prévu, mais voilà, elles sont là, ces images. Eh bien, ces partenaires-là sont-ils en train de se fissurer après les coups de boutoir contre les intérêts au Venezuela, au Moyen-Orient? Donald Trump qui a annoncé aussi frapper de droits de douane de 25% les amis de l'Iran. Et cette question, et si la clé de tout avec Trump, c'était le pétrole? Regardez cette une maintenant du New Yorker. Vous voyez le président américain qui boit le pétrole à même le fût et chercher dans le fond à siphonner le pétrole, celui du Venezuela, celui de l'Iran et asséchant aussi celui de la Chine. Bref, des coups de billard à beaucoup de bandes. Mais d'abord, on prend la direction de la Maison-Blanche. Sonia Dridi, merci beaucoup d'être avec nous. On revient sur ce message fort de Donald Trump. L'aide est en route, dit-il. Comment l'analyser depuis Washington ? Eh bien, on a vu le président Trump il y a environ une demi-heure, puisqu'il a quitté la Maison-Blanche pour se rendre dans le Michigan. Il n'a pas du tout voulu élaborer ce message qu'il a posté sur son réseau Truth Social. Donc, on ne sait pas s'il a pris une décision sur l'Iran. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'hier, il a rencontré des officiels du Pentagone qui lui ont présenté différentes options, à la fois militaires, mais aussi des options de cyberattaque, des options de guerre psychologique. Et ce que dit Donald Trump aujourd'hui dans son message, c'est que l'administration américaine suspend toute discussion avec des officiels iraniens, alors qu'hier, eh bien, la porte-parole de la Maison-Blanche disait que la priorité de Donald Trump, c'est toujours la diplomatie, que les messages des Iraniens publics étaient très différents des messages privés qu'ils envoyaient à cette administration. Et donc, on savait aussi que son vice-président, J.D. Vance, pousse plutôt pour explorer la voie diplomatique. Mais là, Donald Trump, eh bien, apporte pleinement son soutien au peuple iranien, et en disant que l'aide arrive, on s'imagine que les États-Unis vont entreprendre une action, mais on ne sait pas encore laquelle. Merci Sonia Dridi. On reste ensemble en direct depuis la Maison-Blanche, bien évidemment, puisqu'on sait qu'il est en vol, Donald Trump. Il peut atterrir sur un autre tarmac dans peu de temps maintenant. On verra s'il s'exprime à nouveau. Pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Nicole Bacharan. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne et politologue, vous êtes spécialiste des États-Unis, auteur du livre Requiem pour le monde libre, entre Trumpisme et islamisme, la trahison des valeurs humaines aux éditions de l'Observatoire. Merci également, Général Trinquant, d'être avec nous. Bien sûr, ravi également, ancien chef de la mission militaire de l'ONU. Et bonjour, ravi aussi, Xavier de Giacomoni, vous êtes éditorialiste international TF1 LCI. Le grand dossier Iran, Chine, Russie, Trump défie l'axe du mal, c'est donc parti. On revoit ensemble ce message posté il y a quelques minutes de Donald Trump sur son réseau social. Nicole Bacharan, sans attendre, quelle est votre analyse de ces mots du président américain ? Je pense que c'est une annonce d'action militaire. Quand Donald Trump dit « reprenez le contrôle de vos institutions, faites la liste de vos bourreaux », ça veut dire renverser le régime. Je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire d'autre. L'aide est en route. Elle est forcément militaire, hein, puisque, évidemment, il y a la question des communications, des connexions au réseau Starlink, des cyberattaques, mais ça ne correspondrait pas en intensité à la formule « reprenez le contrôle de vos institutions ». Au mois de juin dernier, avant la fameuse opération
Le marteau de minuit pour frapper l'installation nucléaire. Juste avant, Donald Trump avait donné un ultimatum aux Iraniens de 15 jours pour négocier, arriver à une conclusion, négocier sur le programme nucléaire. Et donc, il gagnait du temps pour les surprendre par une action militaire qui a eu lieu quelques heures après le début même de l'annonce de l'ultimatum. J'imagine assez mal qu'il annonce, pour moi, ce qui ressemble fortement à une action militaire, pour gagner du temps dans des négociations. Donc, il semble qu'il ait choisi l'option militaire. Général Trinquant, votre avis également ? Oui, tout à fait. Je remonte un peu en arrière. Il y a 15 jours, le Premier ministre, M. Netanyahou, était à Washington. On sait que l'ensemble de l'environnement du président Trump souhaitait pousser les Israéliens à passer à la phase 2 de Gaza, puisqu'on n'a pas beaucoup bougé sur Gaza. Et probablement que le Premier ministre Netanyahou a obtenu, il faut régler le problème iranien avant. Je rappelle que l'Iran, c'est le cœur du sujet de l'axe de feu qui était autour d'Israël. Hamas, Hezbollah, Syrie, Irak, Houthi. Et donc, si cette option est privilégiée, la machine se met en route. C'est-à-dire qu'on prépare les options, on fait des plans. Ça se termine par une réunion avec le président qui prend une décision. La décision est prise. À partir de ce moment-là, il peut vaquer à d'autres affaires parce que la décision est prise et la conduite est assurée par ceux qui ont à la conduire. Deuxième point, on a vu pas mal de mouvements d'avions qui allaient des États-Unis vers Ramstein et vers le Qatar. Donc ça veut dire qu'il y a une concentration de forces qui s'est mise en place. Le troisième point, c'est le réseau de renseignement. Le réseau de renseignement, c'est essentiellement le Mossad. C'est lui qui est infiltré, ce ne sont pas les Américains. C'est le Mossad qui est infiltré. Et donc, dans ce qui se passe aujourd'hui, le Mossad est capable de donner un certain nombre d'objectifs, d'animer un certain nombre d'agitateurs ou d'opposants, de façon à mener une opération. Donc, le renseignement est en place, les moyens se mettent en place, les plans sont prêts, la décision est prise. J'ajoute que hier, en Israël, l'ordre a été donné aux hôpitaux de se préparer, de réouvrir les abris. Donc ça veut dire qu'on se prépare à des frappes iraniennes. Les ambassades, toutes les ambassades européennes ont convoqué les ambassadeurs iraniens. Ça veut dire que, globalement, les Américains sont entourés, sont précédés, j'allais dire, des Israéliens, et sont entourés des Européens, et donc que cette opération va probablement avoir lieu. Alors, quelle forme, on en parlera. Mais voilà. Alors, il faut pas s'imaginer que ça va être une réplique de ce qui se passe au Venezuela, pas du tout. Mais un indice que je trouve intéressant, au Venezuela, vous vous souvenez que l'armement antiaérien n'a pas fonctionné. Et il n'a pas été fonctionné parce qu'il a été neutralisé par des missiles. Il a été neutralisé par des attaques cyber qui ont détruit le système de commandement. Même pas l'armement en lui-même, le système de commandement. Aujourd'hui, si vous voulez, tous ces systèmes sont interconnectés et il faut une prise de décision à un moment donné pour arriver à faire fonctionner les systèmes. Eh bien, tout ce système a été grillé, entre guillemets, par une attaque cyber. Donc voilà le type de moyens qui peuvent être mis en œuvre. Je reviens vers vous, Xavier, mais on est attendu du côté de la Maison-Blanche toujours par Sonia Dredi. Sonia, vous nous dites qu'il y a une réunion de la sécurité nationale qui est attendue dans les toutes prochaines heures, c'est ça ? Oui, il y a une réunion du Conseil de sécurité nationale qui doit se dérouler aujourd'hui. Donc, on ne sait pas si elle se fera sans Trump parce qu'il est parti dans le Michigan ou alors elle se fera à son retour. Il doit rentrer vers 17h heure locale, 23h heure de Paris. En tout cas, il y a cette réunion pour continuer de discuter des différentes options pour l'Iran. En tout cas, on sent que Donald Trump, qui depuis des jours répète que si le régime tire sur des manifestants, eh bien les États-Unis interviendront. Excusez-moi, il est désormais prêt, semble-t-il, à intervenir. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais aujourd'hui, il annonce que les discussions qui étaient prévues avec des officiels iraniens sont suspendues. Et déjà hier, le Wall Street Journal disait que Donald Trump, lui, penchait plutôt pour l'option militaire, ou en tout cas pour une intervention, alors que certains dans l'administration tentaient de le pousser à négocier. On reste ensemble, Sonia Dredi. Selon CBS News, ces dernières heures, il y a bel et bien eu effectivement une réunion hier soir pour déterminer la position du président américain. Écoutez la porte-parole de la Maison-Blanche.
La diplomatie est toujours la première option pour le président. Cela dit, le président a démontré qu'il n'hésiterait pas à recourir à la force militaire s'il le juge nécessaire. Et personne ne le sait mieux que l'Iran. Mais selon le Wall Street Journal, source très sérieuse tout de même, Donald Trump privilégierait bien une frappe et des cibles nucléaires seraient potentiellement sur la table. On va tout vous dire, on va essayer d'éclaircir ça ensemble. Xavier de Giacomoni, Xavier, la première partie, les dernières informations de ces dernières heures sur le plan américain sur la table. Alors, ce message, évidemment, change tout. On s'attendait cet après-midi à une décision de l'administration américaine par Donald Trump ou annoncée par Marco Rubio. Là, c'est Donald Trump qui a publié sous une forme fort peu diplomatique sur son réseau Truth Social. Patriotes iraniens, continuez de protester. Donc, il soutient directement les protestataires. Reprenez le contrôle de vos institutions. N'oubliez pas de mentionner les noms des assassins et des bourreaux. Sous-entendu, nous vous vengerons, ils le paieront cher. J'ai annulé toutes mes rencontres avec les responsables iraniens. On en parlait à l'instant. Il y avait toute une série de rencontres qui étaient prévues à l'instigation notamment du ministre des Affaires étrangères iranien et de Steve Witkoff. Vous savez, c'est l'envoyé spécial pour aujourd'hui toutes les causes de Donald Trump. La diplomatie battait son plein. Il semble bien, avec ce message, que le président a fait son choix. Un peu comme nous le disait Caroline Leavitt tout à l'heure. C'est lui qui décide, lui seul. Les Iraniens le savent bien. Enfin, il y a un mot qui est extrêmement important. Ah, on a perdu, mais c'est pas grave. L'aide est en route. L'aide est en route, ça peut vouloir dire des avions pour bombarder des sites sensibles, on va en reparler, ou alors des forces au sol pour aider les manifestants. Alors certainement à la périphérie de l'Iran, évidemment pas en plein centre de Téhéran, mais des forces au Kurdistan par exemple, au Baloutchistan, qui peuvent appuyer les manifestants, leur amener un appui technique, que ce soit en termes d'armement bien sûr, mais aussi, ça c'est crucial aujourd'hui, en termes de communication, puisque vous savez qu'aujourd'hui en Iran, il est quasiment impossible de pouvoir communiquer avec l'étranger. Alors la diplomatie, on le disait, avait les faveurs de J.D. Vance, le vice-président, mais Trump, visiblement, n'accorde plus aucune confiance au régime des Mollahs. Écoutez, Amélie, ce qu'il confiait dimanche soir à des journalistes à bord de son avion Air Force One. Les dirigeants iraniens ont appelé. Ils veulent négocier. Je pense qu'ils en ont assez de se faire cogner par les États-Unis. Une rencontre est en préparation, mais nous pourrions devoir agir à cause de ce qu'il se passe avant la rencontre. Alors, comme en juin dernier, tout serait prêt et les Américains pourraient cibler les sites nucléaires iraniens. Ceux qu'on voit sur cette carte, Amélie. Fordo, Natanz, Ispahan avait été frappé en juin dernier, vous en souvenez. Eh bien, il pourrait à nouveau être bombardé, ainsi que d'autres sites nucléaires dans la région de Téhéran, dans la région d'Arak. Mais plus important pour les manifestants, c'est pas ça. Ça peut assurer la sécurité d'Israël à moyen ou long terme. Mais pour les manifestants, ce qu'il faut, c'est cibler les casernes des gardiens de la Révolution pour leur apporter un soutien vraiment très fort, intangible, empêcher les gardiens de la Révolution de pouvoir agir sur le territoire. On va voir de quelle manière ça peut être fait par les Américains. Vous savez qu'actuellement, ils n'ont pas de porte-avions dans cette zone. Ce n'est pas forcément nécessaire d'ailleurs. En juin dernier, les B-2 furtifs, les bombardiers, cet appareil qu'on voit là, qu'on avait largement découvert à cette époque-là, avaient effectué 18 heures de vol avec ravitaillement pour lancer leurs missiles sur l'Iran. De même, des missiles Tomahawk pourraient être tirés d'après des sous-marins américains. En fait, à peu près le même scénario qu'en juin dernier. Seules les cibles pourraient légèrement différer. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Général Trinquant, le nucléaire, des sites nucléaires. Vous imaginez effectivement les États-Unis les frapper? Je rappelle qu'on ne sait pas exactement à quoi ça aboutit après les opérations de juin dernier. Oui, parce qu'on s'intéresse beaucoup au nucléaire, mais je suis un peu plutôt la deuxième option, c'est-à-dire les passes d'Aran. Frapper les passes d'Aran. Dans les premières attaques au mois de juin, déjà, il y avait eu des casernes frappées. Et pour les frapper, il y a effectivement différents moyens. Vous parliez des Tomahawk, effectivement, il y a beaucoup de navires qui peuvent en lancer, qui pourraient en lancer. Mais moi, je pense aussi à des attaques de drones venant du territoire iranien. Vous vous souvenez qu'il y a eu des attaques comme ça il y a 6 mois, et il y a eu même le gouvernement iranien qui a montré des fabriques de drones à l'intérieur de l'Iran. Et des gens qui avaient été arrêtés. Donc il y a peut-être une équipe qui a été arrêtée, mais il est possible qu'il y ait d'autres équipes
et que ça permette de frapper un peu directement. comme l'opération ukrainienne en Russie. Voilà, exactement. Et qui permettent vous citiez le Baloutchistan et le Kurdistan, qui sont des zones dans lesquelles l'opposition est relativement bien organisée, voire armée, et donc les renforcer serait quelque chose d'important. Mais je rappelle que les drones, c'est une capacité de taper les gardiens de la révolution, même hors de leur caserne. Vous voyez, les rendre tellement, leur donner tellement peur que d'un seul coup, il y en ait un certain nombre qui basculent et qui disent « bon, trop, c'est trop, on s'arrête ». Alors, on l'a dit, on l'a évoqué, le vice-président Vance, selon certains échos de presse américaine, essaierait lui de privilégier la voie diplomatique pour notamment essayer de décrocher un accord sur le nucléaire iranien. Il n'y a rien de gratuit. Mais du coup, tout ça, c'est oublié ? Ça semble pas, en tout cas, en haut de la liste des possibilités, parce qu'on se demande bien à quoi pourrait ressembler un accord sur le nucléaire iranien aujourd'hui, puisque ça fait des années que les Iraniens prétendent négocier en disant et en répétant qu'ils n'ont pas d'objectif de nucléaire militaire, alors que ça a été démontré très largement que si, ils enrichissent l'uranium pour arriver au grade militaire. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre comme accord ? Vraiment, je ne vois pas, parce que ce qui nous préoccupe, on a vu les frappes du mois de juin, Donald Trump disant « j'ai anéanti le programme », les Israéliens disant « quand même pas », et puis on a parlé des 400 kilos d'uranium plus ou moins en promenade, en tout cas ne sachant pas où il se trouvait. Donc on sait que le programme a été vraiment dégradé, mais qu'il n'est pas terminé. Et si les Américains aboutissaient, donc peut-être l'option privilégiée par le vice-président, à un accord là-dessus, mais ce serait une manière de renforcer le régime. Or, la perception générale à la Maison-Blanche, celle de Marco Rubio également, c'est que le régime, il est comme un fruit mûr. Il est prêt à tomber. C'est pas le moment de le renforcer avec un accord. Et les échos que nous avons de ce qui se passe sur le terrain, et encore, on est certainement loin de la réalité, puisque vous le savez, on est dans une guerre d'obscurité avec les réseaux coupés, mais nous avons réussi à obtenir un témoignage exclusif recueilli par la rédaction de LCI, un homme qui a fui Téhéran pas plus tard que ce matin. Il a trouvé refuge à l'étranger. Bien sûr, on ne va pas vous en dire plus pour ne pas mettre cette personne en danger. La force, le courage de ce témoignage, il faut le respecter. Sa voix a été modifiée. Il raconte avec ces mots l'horreur de la répression. À côté de chez nous, ils tirent sur le peuple. Des dizaines de jeunes sont tués. La mairie vient ensuite ramasser les cadavres et rincer le sang des trottoirs. Au petit matin, la ville a l'air normale. Mais dès que la nuit tombe, les crimes recommencent. Les gens descendent dans la rue. Les jeunes n'ont pas peur. Je crois que plus personne à Téhéran ne connaît pas au moins une personne tuée. Par exemple, un de mes collègues a perdu ses 3 enfants. Il avait une fille et 2 garçons. Les 3 sont morts. Une autre connaissance a cherché sa fille dans toute la ville pendant 2 jours. Il a trouvé son corps à la morgue. Pour récupérer sa dépouille, il fixe le prix en fonction du nombre de balles qui ont criblé le corps de ton enfant. Pour chaque balle, c'est 400 millions de toumans. Voilà, merci à la rédaction pour ce témoignage qui a été recueilli. Et je vous rappelle ce message de Donald Trump il y a quelques minutes seulement avant le début de cette émission. J'ai annulé toutes mes rencontres avec les responsables iraniens jusqu'à ce que les massacres insensés de manifestants cessent. L'aide est en route. Sonia Dridi, vous êtes toujours avec nous en direct de la Maison-Blanche. Il a pris l'avion, Donald Trump. On imaginait, on espérait une réaction, quelques mots supplémentaires, mais quoi ? Il laisse planer désormais le doute, le président américain ?
Oui, et il laisse planer le mystère. On l'a senti quand il y a un peu moins d'une heure, on s'est retrouvé face à lui avant qu'il prenne son hélicoptère Marine One pour décoller depuis la Maison-Blanche. Et bien d'habitude, pour lui, c'est vraiment une occasion de parler aux journalistes. C'est vraiment une tribune. Il s'exprime souvent longuement. Et là, il est resté quelques courtes minutes. Il a seulement répondu à 2 questions de politique nationale et il n'a pas voulu répondre à des questions sur l'Iran. Donc, il est très probable qu'il a déjà pris sa décision. Mais ce matin, eh bien, il ne voulait pas élaborer sur le sujet devant les journalistes, comme souvent il aime le faire. Merci infiniment, Sonia Dridi. Encore une fois, bien sûr, s'il y a quoi que ce soit, une réaction en descendant de son hélicoptère, revenez vers nous, bien sûr, vous serez notre priorité. Je voudrais vous montrer quelques images des 3 pays. Alors, on parle d'axe du mal, tout le monde n'aura pas exactement le même vocabulaire. Iran, Chine, Russie, en tout cas, qui mènent en ce moment, conjointement, des exercices militaires dans le cadre des BRICS, au large de l'Afrique du Sud. C'était prévu depuis des mois. Mais voilà, et si ces partenaires-là, ils prenaient des coups très très rudes ces dernières heures, menaces de frappe sur l'Iran, droits de douane pour les amis de l'Iran, ça concerne donc Chine et Russie indirectement ou directement, pétrole accaparé par la Maison-Blanche, bref, tout cela est-il fissuré avec une certaine réussite et vous verrez qu'il y a même des 1000 blogueurs russes qui parlent de fin d'une ère. La Russie frappée par procuration, notamment parce que son principal fournisseur d'armes est quand même largement malmené et vacille ces dernières heures. Xavier de Giacomoni, on en parle ensemble. Xavier, la Russie, il faut le rappeler, elle dépend très fortement de l'Iran pour mener sa guerre en Ukraine. L'Iran est désormais menacé. C'est un partenaire clé de Moscou, fournisseur de drones, etc. Vous allez tout nous dire. On le voit sur cette image. C'était il y a un an quasiment jour pour jour, à quelques jours près. Vladimir Poutine, Massoud Pezeshkian, le président de la République iranienne, il signait un partenariat stratégique global. Alors il y avait de l'économie dedans, mais il y avait aussi beaucoup de militaires. Mais l'Iran n'avait pas attendu cette date pour fournir à la Russie de quoi mener sa guerre en Ukraine. Des missiles livrés en dehors de toute contrainte, en toute discrétion, à travers la mer Caspienne. Des drones Shahed, surtout ces fameux drones qui font régner la terreur sur les villes ukrainiennes depuis plus de 4 ans. Les Iraniens sont allés plus loin en aidant la Russie à installer leurs propres unités de production de drones Shahed directement sur le territoire de la Fédération de Russie. Un chiffre paraît aberrant, Amélie. Ce chiffre-là, l'Iran a vendu pour 4 milliards de matériel militaire à la Russie depuis fin 2021, un chiffre exceptionnel. Les Russes, de leur côté, se sont engagés à livrer au régime des Mollahs des hélicoptères d'attaque M28. La livraison des premiers appareils serait annoncée. La livraison d'avions de chasse Sukhoi aussi, 35 et 30, elle n'est pas prévue avant 2028. Visiblement, les Russes ont du mal à fournir. Et pourtant, des avions de chasse modernes, c'est bien tout ce qu'il manque à l'armée de l'air iranienne. Mais le problème également pour la Russie, c'est, on va dire, l'accumulation. Parce que là, c'est un pays de plus, un allié de plus qui vacille. Oui, Amélie, et on a bien noté, notamment en juin dernier, lorsque l'Iran a été attaqué par Israël et par les États-Unis, que la Russie n'a pas bougé. Les Russes sont restés l'arme au pied, ils n'ont rien fait pour aider leurs alliés iraniens. Même scénario, en début d'année, vous voyez cette croix rouge sur le Venezuela, lorsque le président vénézuélien a été appréhendé par les Américains, Moscou n'a pas bougé le petit doigt. De quoi donner des sueurs froides à cette île des Caraïbes. Cuba, les dirigeants cubains peuvent légitimement penser être les prochains sur la liste. En Syrie, les Russes tentent toujours de négocier la mainmise sur la base de Tartous, sur la Méditerranée, et sur une base aérienne aussi qui s'appelle Mémine. C'est très délicat tant que Bachar al-Assad, le tyran déchu, est toujours invité VIP à Moscou. Restent 2 alliés indéfectibles, la Corée du Nord, bien évidemment, et puis la Chine. Xi Jinping n'a aucune intention de lâcher un vassal aussi important que Vladimir Poutine. Merci Xavier. Sergueï Boutman, prenons les choses les unes après les autres. À quel point l'Iran qui vacille, c'est un coup dur militairement selon vous pour la Russie ? Militairement, psychologiquement, oui. Pour l'avenir, oui. Et pour la production des drones, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué parce que les mêmes drones sont produits sur le territoire russe qui sont rebaptisés Guéragne ou quoi que ce soit, mais la production est déjà lancée. Ensuite, c'est
je pense que Vladimir Poutine, et bien sûr, son administration est inquiète de l'avenir de l'Iran, mais ce n'est pas fatal pour la Russie côté fourniture militaire. On reste ensemble, Sagan Boutman, votre regard, Général Trinquant. Oui, la production iranienne, malgré tout ce qui a été livré effectivement par l'Iran, aujourd'hui, les Russes se sont appropriés cette production de drones. Donc je pense qu'elle est pas très gênée par ça. Mais je crois que plus globalement, sur la carte, on le voyait très bien. Vous parliez de l'axe du mal. Je me rappelle des souvenirs de 2002 et du président Bush. C'était Irak, Corée du Nord et Iran. Il en reste deux. Il reste la Corée du Nord et l'Iran, qui sont toujours l'axe du mal. Et la Russie, qui s'y est ajoutée. Et donc, je pense que c'est les actions indirectes qui font du mal à la Russie aujourd'hui. Le Venezuela, c'était un pied pour la Russie, mais aussi pour l'Iran, en Amérique du Sud. Et cette base a sauté. Cuba, oui, vous le disiez, Cuba dépend en fait des livraisons par le Venezuela du pétrole. Donc il va être complètement asphyxié et il se fait du mal, mais c'est pas le même type d'opération qui va avoir lieu. Donc je pense que pour la Russie, petit à petit, elle voit ses alliés qui reculent, qui sont frappés, et elle doit être dans l'expectative parce que le président Poutine était assez sûr de lui. Souvenez-vous de la rencontre en Alaska, dans laquelle il disait « Moi, j'ai imposé ma position au président Trump, tout va bien, on est amis, tout va bien ». Puis il s'aperçoit qu'indirectement, en fait, on le frappe progressivement, y compris directement, d'ailleurs, pour le bateau qui a été arraisonné au large de l'Écosse, qui portait de façon très visible un drapeau russe. Et c'est une façon de dire aux Russes, vous voyez, vous avez beau mettre un drapeau russe, vous n'êtes pas protégés. Et je suis capable de les taper. Donc je crois que le président russe doit être en train de se poser un certain nombre de questions sur ses alliés, sur la solidité de ses alliés et sur sa capacité, sans ses alliés, à continuer ce qu'il est en train de faire. Nicole Bacharan, est-ce que vous croyez que c'est tout ou partie de la stratégie de Donald Trump à travers l'Iran, mais de toucher l'ensemble de cet axe? Que ce soit sa stratégie globale, réellement pensée comme telle, ou une conséquence de ses actions en Amérique latine, sa volonté de contrôle de l'Amérique latine, et également maintenant ses interventions passées et probables au Moyen-Orient, de toute façon, inévitablement, il y a des conséquences sur la Russie et sur la Chine. Je crois que pour ce qui est de la Russie, il a quand même dû accepter l'idée que Vladimir Poutine ne renoncerait à rien de ses ambitions sur l'Ukraine, sur l'Europe de l'Est. Il a une stratégie, Vladimir Poutine, il bombarde les villes, il bombarde les installations électriques, les Ukrainiens sont dans le froid et dans le noir, et rien ne le fait bouger. Donc c'est vrai que ce que l'on voit, c'est la réalité des influences russes dans le monde. Et il y a évidemment la présidence de Donald Trump qui ne ressemble à aucune autre, mais il y a les conséquences en cascade du 7 octobre. Le 7 octobre, les Israéliens se sont retrouvés face à une menace existentielle et ils se sont jurés que par tous les moyens, on pourrait en discuter, ça ne leur arriverait plus jamais. Donc ils se sont attaqués au proxy de l'Iran, les uns après les autres, les Houthis, le Hezbollah, la Syrie, et soit ceux-là sont très affaiblis, soit c'est tombé, comme en Syrie, et il reste l'Iran, et tous ces gens-là sont des proches de la Russie, et pour l'instant, la meilleure option pour eux, c'est l'exil à Moscou. Donc, de facto, même si Trump voulait s'entendre avec Vladimir Poutine, sa vision et ses interventions au Moyen-Orient fait que là, l'Empire russe et l'Empire américain s'entrechoquent inévitablement. Je retourne vers vous, Sergueï Boutman, mais on voyait sur des sites comme Nexta, par exemple, qui répercutent pas mal ce que disent les 1000 blogueurs, c'est ce qu'on appelle les blogueurs militaires russes notamment, que ce serait la fin d'une ère, que là, quelque chose serait en train de se passer. Et on lit qu'au Kremlin, les actions des États-Unis sont perçues comme une tentative d'acculer la Russie. Oui. Qu'en pensez-vous ? Oui, mais en même temps, la télévision officielle est pleine d'éloges
de M. Trump est élogée. On dit qu'elle est bravo, M. Trump, et la Russie aurait pu faire de la même façon, agir de la même façon, et sur d'autres territoires, sur d'autres terrains. Mais en même temps, il n'y a pas de critique acharnée de Trump et de la politique américaine. Il y a des déclarations qui sont très modestes et qui sont très brèves et très nettes sur Venezuela et sur d'autres actions de l'administration de Trump. Donc, il y a des choses, on attend. À Moscou, on attend quelque chose. On attend les démarches directes de Trump et on reste sur ses gardes. Merci infiniment, Sergen Moutman. C'est toujours passionnant de vous entendre et c'est précieux. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Alors, Pascal Perry, on attend de voir comment se concrétisent les mots de Donald Trump qui dit que l'aide est en route pour l'Iran. En revanche, il y a déjà eu une première secousse. Il a déjà frappé économiquement. Il a annoncé ces dernières heures que tous les pays commerçants avec l'Iran seraient frappés de droits de douane de 25%. Il dit c'est effet immédiat. Oui. On voit ces mots. C'est vraiment un coup dur, c'est un coup majeur, concrètement. Les taux se resserrent. On voit bien qu'il y a une espèce de stratégie d'encerclement des amis ou des alliés de la Russie et de la Chine. Moi, je reste convaincu que l'objectif final, c'est la subrogation de la Chine. Et donc, dans le rapport de force, si vous voulez, il y a l'Iran. Pourquoi ? Parce que l'Iran livre une grande partie du pétrole chinois. Et vous avez une économie chinoise qui est très dépendante des hydrocarbures. Et il y a aujourd'hui dans le monde de l'économie, il y a deux types de matières qui sont non substituables. Le pétrole et le gaz, c'est-à-dire les hydrocarbures, et les métaux précieux. Quand vous contrôlez les deux, vous contrôlez l'avenir économique du XXIe siècle, enfin les grandes industries du XXIe siècle, les questions liées bien sûr à la défense, mais aux mobilités, au développement durable et à l'intelligence artificielle. Et donc, il y a une espèce de mouvement de captation. Et donc, à chaque fois que Trump prend une décision, on voit bien qu'il y a une finalité, il y a une espèce de stratégie. Il y a la tactique du champ de bataille, si vous voulez, et puis il y a une finalité. Et donc, aujourd'hui, c'est tout à la fois l'Iran qui est menacé, avec un double objectif qui est d'augmenter effectivement les droits de douane de 25% pour tous les pays qui commercent avec l'Iran. Alors la Chine, ça ferait 47,5 plus 25. Vous faites le compte, on est presque à 75%. L'Inde, c'est 50% aujourd'hui, plus 25. Donc vous voyez qu'il y a une politique d'endiguement, d'une certaine façon. Vous savez, c'est un peu la stratégie du boa. Le boa ne vous sert pas en une fois. Il attend que vous respiriez. Et à chaque fois que vous respirez, il sert d'un cran supplémentaire. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Alors nous, on avait préparé nos petits chiffres aussi sur le pétrole chinois, puisque en effet, la Chine est le principal partenaire commercial du régime des mollahs. L'Iran représenterait entre 12 et 18% des approvisionnements totaux chinois en pétrole. C'est ce qu'on lisait en juin dans les Échos. Ça vous semble correspondre à ce que vous avez ? Probablement. Alors, on est, franchement, il faut être très clair dans ce domaine, on est certain de rien, parce qu'il y a une partie du commerce qui est informelle. Il y a une partie du commerce qui est informelle. Donc ces chiffres, c'est probablement ce qui est vérifiable. Et puis il y a ce qui ne l'est pas. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la Chine a absolument besoin de pétrole. Et le pétrole est malgré tout, compte tenu des capacités de raffinage dans le monde, une ressource qui est limitée. Donc à travers le pétrole touché au Venezuela, parce que c'était là aussi un partenaire précieux pour la Chine, le pétrole touché potentiellement du côté de l'Iran, que ce soit par les droits de douane ou peut-être plus directement dans les prochaines heures, nous le verrons. Il y a, vous êtes d'accord avec ça, Nicole Bacharan, une volonté, par ricochet, d'encercler la Chine, de resserrer les taux autour de ce principal adversaire potentiellement ? De mettre la Chine dans une situation si difficile qu'elle soit amenée à négocier sur d'autres sujets. C'est compliqué le rapport entre les États-Unis et la Chine, entre Donald Trump en particulier et sa vision de Xi Jinping. Xi Jinping, comme autrefois avec Vladimir Poutine, c'est un leader avec qui Trump aimerait bien s'entendre. Et il y a un sommet entre les deux qui est prévu au mois d'avril. Et Donald Trump aimerait bien que ça ne déraille pas, qu'il puisse en faire un grand show où il montre à la fois ses amitiés avec les puissants, mais aussi tout ce qu'il réussit à obtenir pour l'économie, voire
la géopolitique américaine. Et donc, il y a tout à fait ce que Pascal décrivait très bien, cette espèce de mouvement général de captation, de prédation, même sur les ressources, ça ne vient pas que des États-Unis. Il y a le pétrole, et il y a les fameuses terres rares qui sont l'avenir de nos hautes technologies. Pour les et deux là, familles. Voilà, la Chine a une avance. Elle s'est, également parce que c'est quand même une industrie bien pourrie pour les gens qui travaillent là-dedans. La Chine a gardé quasiment un monopole sur l'exploitation des terres rares et donc de la vente. Donc les relations des États-Unis avec la Chine, elle est d'affaiblir la Chine, mais pas au point qu'on ne puisse pas vraiment discuter. La guerre dans la guerre, voire la réelle grande guerre, c'est la guerre de l'énergie. Oui, alors on comprend mieux ce qui se passe, si vous voulez, ou ça donne un sens à ce qui se passe quand on voit, par exemple, ce qu'ont fait les Américains au cours des 12 derniers mois. D'abord, de façon très récente, le débat sur le Groenland. Le Groenland, c'est 37 millions de tonnes de métaux précieux. Alors certes enfouis sous la glace, certes partiellement exploitables, mais c'est central. C'est aussi un accord signé avec la République démocratique du Congo sur les richesses du Kivu, la frontière avec le Rwanda. C'est un scandale géologique parce que tout se trouve à cet endroit-là. Les États-Unis ont signé un accord avec des droits d'exploitation préférentiels. On oublie aussi de dire que un des premiers accords signés entre les États-Unis et l'Ukraine, c'est un accord qui porte sur l'exploitation, les droits d'exploitation des métaux précieux. Donc quand vous avez ces éléments, vous comprenez parfaitement qu'il y a une espèce de bras de fer à distance qui se joue. La Chine, c'est aujourd'hui 90% des terres rares dans le monde et surtout une grande capacité de raffinage. Et donc, rééquilibrer le match, en quelque sorte, avec les Chinois, c'est évidemment abonder à la stratégie America Great Again. Et si pour Donald Trump, il y avait un mot-clé, c'était effectivement le pétrole. Le pétrole, le pétrole, le pétrole. Regardez cette une que je vous montrais en introduction de The New Yorker. Donald Trump buvant le pétrole à même le fût. Voilà, elles sont souvent fortes ces unes, mais là vraiment ça marche. Iran, Venezuela, l'histoire d'un homme assoiffé de pétrole, est-ce que ça peut être ça? Oui, mais parce que ça lui donne un instrument de puissance. Il faut se rappeler que la dernière rencontre avec le président Xi en Corée s'est mal passée pour le président Trump. Il a été obligé de faire un accord avec la Chine. Ça s'est mal passé. Le prochain accord, enfin la prochaine réunion, c'est au mois d'avril. Donc il faut qu'il inverse la donnée et qu'il soit en position de force au mois d'avril lorsqu'il sera en Chine. Vous comprenez bien que s'il a réussi à juguler l'arrivée du pétrole du Venezuela et d'Iran pour la Chine, il va être en position de force. C'est un instrument qui ajoute de la puissance dans les négociations vis-à-vis de la Chine. Vous, en ciblant l'Iran, au-delà du fait de vouloir aider les manifestants, c'est à la Chine aussi qu'il s'adresse? Oui, complètement. Et les deux, Venezuela et Iran, et les deux cumulés, si vous voulez, ça a vraiment un poids sur la Chine. Dans les deux sens, Amélie, si je peux me permettre. Allez-y, bien sûr. D'une part, il y a la maîtrise des hydrocarbures, la maîtrise des routes commerciales des hydrocarbures. Par ailleurs, au sud de l'Iran, il y a un port qui s'appelle le port de Chabahar, qui pour le moment est exempté de sanctions américaines. C'est le port par lequel les productions indiennes et chinoises remontent vers l'Asie centrale, la Caspienne, dont vous aviez nous parlé tout à l'heure. Donc c'est aussi un contrôle du marché. Et il se trouve que cette exemption de sanctions arrive à son terme dans les mois qui viennent. Et donc là, eh bien, Trump a également un outil de pouvoir pour dire, en substance, si demain les Chinois veulent continuer à vendre en Azerbaïdjan, Turkménistan, etc., qui est une partie importante de leur commerce, en passant par ce port, nous nous y opposerons. Alors, je voudrais vous montrer la réaction de la Chine après l'annonce de 25% de droits de douane supplémentaires pour les alliés de l'Iran. La Chine a réagi par la voix de la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, dénonçant une sanction unilatérale illicite. Regardez. La position de la Chine sur les droits de douane est très claire. Une guerre tarifaire ne fait que des perdants. La Chine défendra fermement ses droits et intérêts légitimes. La Chine espère et soutient l'Iran dans le maintien de sa stabilité nationale. Nous nous sommes toujours opposés à toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays et à l'usage ou à la menace de la force dans les relations internationales. Et nous espérons que toutes les parties s'efforceront davantage de promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Mais du coup, in fine, est-ce que vous croyez que tout cela peut faire un tant soit peu vaciller effectivement les puissances qui seraient visées, que ce soit la
Russie, mais la Chine également, beaucoup plus solide en ce moment. Écoutez, vaciller, ça m'étonnerait pour ce qui est de la Chine. Et quand on entend cette défense exaltée de la souveraineté nationale, il ne faut jamais oublier que pour eux, Taïwan fait partie de la Chine et que donc il n'y a là pas d'affaire de souveraineté nationale. Mais c'est vrai que la une du New Yorker sur le pétrole, elle nous amène à réfléchir à la vision du monde de Donald Trump. Je veux dire, ce serait irresponsable pour un président américain de ne pas tenir compte des approvisionnements en pétrole vis-à-vis de la santé de son pays. Mais ce qui m'a frappé dans le discours de Donald Trump après l'enlèvement, disons, de Maduro, c'est une des phrases qui est « nous sommes des pétroliers ». Et il ne fait pas de distance entre lui-même et les compagnies pétrolières. Et il se trouve que dans ma jeunesse, j'ai fréquenté des pétroliers parce que je les ai vus au Texas, je les ai vus en Arabie Saoudite. C'est un monde très particulier. C'est un monde au-dessus des États. Mais alors les souverainetés nationales, c'est pas du tout leur problème et c'est une puissance financière inimaginable. Donc Trump, comme le disait Dominique Trinquant, a parfaitement identifié la force que donne le pétrole. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, mais quand il s'est exprimé pendant ses campagnes électorales, d'ailleurs, sur la guerre d'Irak, il disait « j'étais tout à fait contre », mais en plus, ils étaient complètement idiots, les dirigeants américains, ils auraient dû prendre le pétrole. Et il y a, je pense, une sincérité chez Donald Trump, avoir des pays ultra appauvris, comme le Venezuela ou l'Iran, alors qu'ils sont assis sur des trésors en pétrole. Alors jusqu'où ça peut le mener ? Mais en fait, il a cette pas le choix. quête du pétrole, en de la reprenant puissance. la démonstration de Pascal, il a vraiment pas le choix parce que les terres rares, quoi qu'il fasse, il n'y aura pas accès demain. Si on parle du Groenland, si on parle de l'Ukraine, on est sur un horizon qui est au moins à 20 ans, si ce n'est 30 ou 40 ans. Et là, c'est un peu l'arme fatale de la Chine. Souvenez-vous ce qu'ont fait les Chinois lors des premières tentatives pour mettre des droits de douane les plus élevés possibles à la Chine. C'était un espèce d'embargo, menace d'embargo sur les terres rares. Un rationnement. Voilà, c'est ça. Oui, Par un rationnement. Un étranglement, un peu comme le BOA dont Pascal nous parlait tout à l'heure, qui a étranglé l'industrie dans son ensemble, et notamment automobile américaine. Donc, il est face à un choix qui va être très compliqué à faire. Comment vont réagir les Chinois ? À mon avis, ça va pas bien se passer. Ils vont pas accepter ça comme ça. Les Russes, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, mais pour les Chinois, il y a des possibilités de rétorsion. Et la seule carte qui reste à jouer à Donald Trump, de toute façon, c'est celle du pétrole. En quelques mots ? Oui, en quelques mots, on voit bien que c'est le bras de fer entre la Chine et les États-Unis et que la possession des matières premières, qu'elles soient pétrolières, gazières ou les minerais, les terres rares, c'est vraiment l'axe sur lequel les États-Unis se sont mis pour avoir un outil de puissance.